D'abord, elle nous rejoint à 15h45, Hortense Lacroix. Bonjour Hortense. Bonjour Guillaume. Gérante Action pour Montpensier-Bevel, vous allez rendre, Hortense, votre verdict et le prononcer dans un instant. Cet instant, ce moment, ce verdict que l'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez ? Absolument. J'estime, et je l'assume, que les soubresauts boursiers des derniers mois préfigurent, des dernières semaines quand même, préfigurent des changements de narratif qui vont se mettre en place sur le marché pour 2026. Les soubresauts des marchés annoncent un changement narratif l'an prochain. Enfin, tant qu'il y a un narratif, ça va. Ce qu'on espère, c'est qu'il soit positif. Vous pensez qu'il le sera ? Alors, c'est un changement de narratif pose toujours des petits problèmes de transition. C'était facile en 2025. Si on prend le marché américain pour commencer, en 2025, on avait l'intelligence artificielle qui était le thème dominant. On savait comment se positionner pour bénéficier de ce thème. Il suffisait de prendre n'importe quelle société qui proposait. Donc finalement, les 7 magnifiques étaient quasiment toutes permettaient toutes de se positionner sur cette thématique. Et les hyperscalers en ont bénéficié toute l'année. Donc, c'était assez linéaire. On voit sur cette fin d'année des petites hésitations, finalement, non pas de remise en cause de la révolution de l'AI, qui représente effectivement une révolution technologique majeure, mais interrogation sur qui seront vraiment les gagnants de cette révolution. Donc, on a d'abord vu un petit peu trembler les hyperscalers et tous ceux qui vont fournir ces investissements considérables. On est en dizaines de milliards par mois. Question sur le marché, est-ce que vraiment ces investissements seront payés de retour ? On a vu quand même beaucoup déjà de cycles technologiques où finalement, ce n'était pas forcément ceux qui étaient les pionniers, qui étaient les gagnants à la fin. Et on voit aujourd'hui, par exemple, Alphabet peut-être chipper le pion de la meilleure IA à OpenAI. Il y a beaucoup d'analystes qui disent que Gemini 3, le modèle Gemini 3 est plus performant que ChatGPT. Et sans parler des Chinois qui ne sont pas très loin derrière, qui visiblement passent très sensiblement du good enough au très bon. Et donc, en fait, c'est pareil, cette espèce de monopole technologique qu'on avait décrété peut-être un petit peu trop tôt sur les technologies LLM, est-ce qu'il ne sera pas un petit peu les cartes ne seront pas rebattues sur l'année 2026. Donc les certitudes qu'on avait mises en place qui permettaient quelque chose d'assez linéaire en 2026 sur le marché américain risquent d'être un petit peu rebalancées. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit sur le nouveau narratif 2026 ? Des interrogations un petit peu sur la solidité du marché de l'emploi, la solidité du consommateur. Et de nouveau, la Fed qui revient sur le devant de la scène. On en avait finalement assez peu entendu parler de la Fed au cours de 2025. Là, on sent que ça devient quelque chose de massif avec des swings très importants, des retournements de situation. La semaine dernière, on est passé tout d'un coup de 40% de probabilité de baisse de taux en décembre à 70% en une semaine. Donc, on a vraiment des revirements très importants. En une journée, même vendredi, ça s'est fait en une journée. Alors, qui sont évidemment accentués par le fait qu'on n'a pas de statistiques, donc on avance à l'aveugle, ce qui n'a jamais effectivement la capacité à se diriger. Donc aux États-Unis, ce nouveau narratif, il suffira plus d'être dans l'IA. La question de 2026 sera qui dans l'IA ? Et on risque peut-être d'avoir des performances en K. On parle de l'économie en K. Est-ce qu'on aura des performances en K dans l'IA en 2026 ? Exactement. Et le retour de la Fed. Exactement. On ne dit pas que ça va être de positif à négatif. On va dire qu'il y aura beaucoup plus d'incertitudes et du coup les fortunes se feront et se déferont peut-être plusieurs fois dans l'année. Et ici en Europe, est-ce qu'on va aussi changer de narratif l'an prochain d'après vous ? Absolument. Alors sur l'Europe, on a eu cette année un narratif qui était moins emballant, certes, puisqu'on avait une croissance qui était nettement plus limitée, mais le narratif était quand même assez clair. On avait fini les déstockages, on avait le plan de relance allemand qui allait arriver, et puis simplement, ça mettait un petit peu de temps à se mettre en place parce que depuis Liberation Day, Donald Trump avait un petit peu assombri le tableau et les sociétés avaient besoin d'éclaircissements avant de mettre en place les investissements qui ne manqueraient pas d'arriver. Cette certitude est un petit peu aussi remise en cause. On voit des chiffres quand même sur tout ce qui est manufacturier allemand qui est quand même très, très inquiétant. On a des importations. L'indice IFO du moral des milieux d'affaires en Allemagne a été publié ce matin et il est décevant. Malgré le plan d'investissement dans la défense, les infrastructures, il est décevant. Absolument. En fait, le marché a d'abord commencé à anticiper les effets positifs des plans d'investissement et de réarmement. Et puis, on voit quand même maintenant tout le côté... il y a quelque chose d'assez dramatique. Le modèle allemand est mis en cause avec l'énergie. Et ça, je pense que le gouvernement Merz en a bien pris conscience puisqu'il a décidé la semaine dernière, vous l'avez vu, un plafonnement du prix de l'énergie pour les industries. C'est quelque chose de très, très important qui est un revirement majeur puisque c'est quand même les Allemands qui avaient contesté les aides françaises avec l'Arenh à l'énergie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau dans la rhétorique européenne. Donc, plafonnement du prix de l'énergie.
On aura certainement l'année prochaine dans le narratif également des barrières boursières avec la Chine qui vont être mises en place. En attendant, on a un effet effectivement désindustrialisation et déflation avec une perte de pricing power massif sur les industriels européens. Et donc l'année prochaine, eh bien, tous ces effets un peu déflationnistes, est-ce qu'ils vont nous empêcher de bénéficier du plan de relance allemand, ou est-ce que finalement on sera dans le meilleur des mondes avec une BCE qui sera plutôt assez accommodante, plus qu'attendue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes sur des baisses de taux européennes à ce stade. Donc ce seraient des bonnes surprises qui arriveraient. Et si la croissance arrivait effectivement avec la relance allemande, on aurait finalement quelque chose d'assez positif. Mais là encore, il faut mettre en place ces différentes variables. Alors, cela dit, on a aussi des nouvelles du côté de l'Europe du Sud. On a l'Italie qui voit sa note de crédit qui est relevée. Est-ce que ça scelle pas un petit peu une sorte de renouveau pour cette Europe du Sud, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui ont surperformé par rapport aux autres pays européens en début d'année? Il y avait une forme de plateau qui s'était installée, et puis là, l'Italie repart en force. Alors vous avez raison, c'est vrai que l'amélioration de la note de Moody's signe quand même quelque chose de très beau pour l'Italie et de bien mérité, parce que non seulement il y a eu des efforts qui ont été faits sur la dette publique, on voit qu'ils sont en excédent primaire quand même assez significatif. Mélanie n'a pas baissé la garde sous prétexte que les finances publiques s'amélioraient. Elle a mis en place une taxe sur les banques qui continue d'améliorer le tableau et qui aide à financer ces réductions d'impôts. Donc elle fait tout ce qu'elle peut pour relancer et assainir les finances publiques. Donc ça c'est l'Italie, et on voit qu'ils ont quand même un tissu industriel qui résiste remarquablement bien à ce stade. Est-ce que ça va durer? L'Italie est quand même relativement sous-traitant de l'Allemagne au même titre que la France. Est-ce qu'on peut avoir quelques pays comme ça qui continuent en freeride alors que les Allemands commencent à peiner? Ça reste à prouver. Mais effectivement, l'Italie se porte très bien, et ce n'est pas qu'un effet, consommation des subsides européens, ce qui était un petit peu ce qui était dit au départ. Depuis le début de l'année, la bourse de Milan gagne 23%, et donc Moody's qui relève la note italienne pour la première fois en 23 ans, c'est quand même notable. Ils retrouveront les 3% de déficit, ils renoueront avec cette barre importante européenne des 3% de déficit dès cette année, les Italiens. Et pendant ce temps, en Allemagne, des doutes sur effectivement le ruissellement, on va dire, du plan d'infrastructure et de défense. L'indice IFO a été publié ce matin, il est décevant, cet indice du moral des milieux d'affaires là-bas en Allemagne. Quand même, si les cours du gaz naturel continuent à se détendre, ce sera une très très bonne nouvelle ou pas pour l'Europe? Il se trouve qu'aujourd'hui, avec peut-être l'espoir d'une paix qui vaudra ce qu'elle voudra pour l'Ukraine, on a des cours du gaz qui se détendent, on est à un plus bas de 18 mois sur le prix du mégawattheure. Indéniablement, ce sera une très très bonne nouvelle sur la croissance et l'industrie européenne en général, puisqu'effectivement, on l'a bien vu, des problèmes sont arrivés avec l'invasion de l'Ukraine, oui. Et ce modèle allemand qui a été complètement remis en cause dans sa capacité à trouver une énergie bon marché. On verra. Oui. On surveillera ça avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Oui. Est-ce que cette baisse des cours du gaz naturel, aujourd'hui sur des plus bas de 18 mois, est amenée à se poursuivre ou pas? Cette paix, elle reste extrêmement hypothétique, bien sûr. Et un de nos auditeurs rebondit. On parle du nouveau narratif à venir sur les marchés en 2026 pour l'Europe. Vous le disiez, peut-être un peu moins de narratif autour de l'Allemagne et de son plan d'investissement. Oui. Un peu plus d'attente d'un soutien monétaire de la BCE l'an prochain. Christophe nous demande sur X, les États-Unis ont Nvidia, les cryptos ont le Bitcoin. Et nous, en Europe, quelle est la valeur, l'actif qui drive la tendance? Alors en Europe, c'est pas mal cette question quand même. Elle est très bien. Merci, ils ont Christophe. Nvidia, les cryptos, ils ont Bitcoin, et nous, on a quoi en Europe? Alors on aurait envie de mettre en avant ASML, parce qu'on est un petit peu dans le cas d'Nvidia, à toute proportion gardée, d'un monopole technologique. On a vraiment ce joyau européen, donc une société néerlandaise qui est spécialiste de production d'équipements pour la lithographie, donc la gravure de semi-conducteurs. Oui, mais ils font pas la tendance. C'est pas ASML qui fait la tendance des marchés en Europe. C'est le champion de la tech européenne, mais c'est pas ASML qui fait la tendance européenne. Vous voyez ce que je veux dire? ASML bénéficie de plus en plus, c'était pas considéré comme ça il y a 12 mois, de plus en plus ASML, et ça a été clairement expliqué par son CEO au cours des résultats du 3e trimestre. Toute la partie intelligence artificielle nécessite des capacités de stockage qui finalement vont requérir les dernières générations en termes de puces de stockage. Donc ASML va être directement entraîné par l'IA, ce qui n'était pas du tout prévu au début de l'année. Donc on espère que c'est notre figure de proue européenne avec une vraie différenciation technologique qui pourra bénéficier de cette tendance d'investissement. Alors qui gagnera, encore une fois, on ne sait pas bien, mais quand vous avez un monopole à un moment de la chaîne, c'est quand même assez intéressant pour se positionner sur cette technologie. Votre réponse à cet auditeur,
Christophe qui nous demande quel est l'actif, la valeur qui drive selon vous le marché européen, comme Nvidia drive Wall Street ou le Bitcoin drive les cryptos. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci Guillaume. Hortense Lacroix pour Montpensier.